Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. La cuisine, le partage et l'artisanat sont au cœur de leur métier. Par conséquent, ils ont toute leur place aujourd'hui dans le studio pour le 14e épisode de mon podcast intitulé Passion sans modération. J'accueille aujourd'hui avec un grand plaisir Vanessa Lemina, créatrice d'émotions culinaires qui revisite les cuisines du monde aux saveurs africaines. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alexandre Dandan, cofondateur et co-gérant depuis 2014 des restaurants Mazat avec 4 enseignes, Vauréal, Cergy, Buchelet et Rouen, une entreprise familiale qui met à l'honneur la cuisine libanaise. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde, bonjour Virginie. Stéphanie Lefebvre, présidente de la Table des Dames, une association qui valorise les femmes qui s'engagent dans les métiers liés à la gastronomie. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Peter Sarfati, artisan de la Maison qui fume, un traiteur qui propose depuis 2020 des saumons et des viandes fumées sur place à Mériel dans le Val d'Oise. Bonjour Peter. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Alors Vanessa, sur Instagram, on peut suivre tes pérégrinations gourmandes sur le compte On mange quoi ce soir chou ? Tout à fait. Comment est venue cette appellation très mimi ? Ouais, tout simplement parce que je suis maman et c'est la fameuse question qu'on me pose tous les soirs. On mange quoi ce soir, maman ? Et comme l'idée m'est venue en fait de créer une page culinaire sur laquelle je partageais des recettes de base du quotidien. Vu que j'étais en congé maternité et que j'avais tout le temps de cuisiner, donc du coup je partageais ces recettes-là. J'ai commencé comme ça, en fait, sur les réseaux, en partageant des recettes simples et gourmandes. Et après, de fil en aiguille, j'ai été... Ça, c'était en quelle année, du coup ? Ça a commencé en 2015. Donc, ça a commencé sur les réseaux en 2015. J'ai été contactée en 2016 pour faire un vide dressing avec Absatoussi. Ah oui ? Ouais. Quand même. Ouais. Et le jour du vide dressing, tout s'est bien passé. Quelques semaines après, j'ai reçu un appel d'une dame qui cherchait un chef pour faire de l'animation culinaire pour le GALEC lors de leur salon. J'ai accepté, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis déclarée auto-entrepreneur. Ah, tu t'es déclarée pour cet événement-là ? Oui, ça qui t'a poussée, en fait. Voilà, c'est ça qui m'a poussée à faire les choses, on va dire à faire les choses bien. Donc, je me suis déclarée, j'ai fait ma formation d'hygiène et tout. Et j'ai commencé comme ça. Donc, je suis partie un petit peu à l'aventure. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais c'est toujours comme ça que c'est le meilleur, d'ailleurs. Ouais. Et donc, quand je suis arrivée, on m'a dit on m'a donné l'adresse, je suis arrivée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment le siège social. Je suis arrivée dans une grande salle. La table, elle mesurait 11 mètres. Je me suis dit, OK, là, ça rigole plus. Ça rigole plus, ouais. Il faut que tu sois... que tu dises clairement ce que tu comptes offrir pour convaincre. Et c'est parti naturellement. J'ai parlé de ce que j'aimais, la cuisine, donc ça s'est fait naturellement. Du coup, on a travaillé pendant 3 ans. J'ai fait de l'animation pour eux, pour la marque LC notamment, lors des salons. Et en fait, moi, l'idée, c'était vraiment de faire découvrir la cuisine africaine. Donc, je revisite les cuisines du monde aux saveurs africaines. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir le gingembre, comme vous avez pu le goûter là, et puis les différentes farines que je travaille. Et ce qui m'a plu dans l'expérience, c'est vraiment de voir la surprise des gens. De se dire qu'on pouvait, par exemple, rajouter des légumes dans des desserts. Beaucoup étaient surpris du goût que ça a donné en fait en bouche. Oui, parce que du coup, j'ai un petit peu checké ton site et tes aventures. Et effectivement, tu insistes beaucoup sur le lien que tu veux créer avec le client, qui est un lien émotionnel. Comment, du coup, tu t'y prends entre ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de susciter, ce que tu as envie de montrer. Quelle est ta réflexion et ton anticipation par rapport à ta création gustative ? En fait, généralement, j'imagine une émotion
et je la retranscris à travers ma cuisine. C'est-à-dire que c'est beaucoup j'ai un jus par exemple que j'appelle le tonic. C'était j'ai pensé équilibre pour essayer de ne pas choquer les palais parce qu'il y a du gingembre dans le tonic. Alors on l'a goûté, c'était excellent. Je pense qu'on peut tous valider. C'était très bon. Donc c'était à base de gingembre, ananas et citron vert. Ouais, très bon. Donc très bien équilibré. Donc ça, t'as réussi à relever le défi. Merci beaucoup, Vanessa. On est bien en forme là. On est bien. Voilà, on est bien. Alors justement, Alexandre, je sens que tu as envie de prendre la parole. Donc, que signifie mazat? Alors mazat, pour ceux qui ne connaissent pas, vulgairement, ça va être le pluriel de mésé. Tout le monde connaît le terme mésé. Mais oui. Manger, partager plusieurs mésés aimés autour de la table, qui nous vient un peu de la cuisine orientale, mais aussi en Grèce ou même peut-être en Espagne, comme les tapas. Et donc mazat, c'est le pluriel de mésé. Donc il y a un terme qui est très peu utilisé déjà au Moyen-Orient, au Liban, et donc qui est peu connu ou pas du tout connu ici en France. D'accord. Et pour la petite histoire... On est là pour raconter les histoires. En 2013-2014, quand on a imaginé le nom du restaurant, le premier restaurant à Vauréal, moi, je faisais beaucoup de conseils en innovation, qui est un peu un de mes métiers, que j'ai continué à avoir. Et donc, du coup, avec la famille et les amis, on a fait une petite séance de brainstorming pour imaginer le nom du restaurant. Génial. Et donc, mazat est sorti. Tout le monde, grosso modo, a été unanime? Il est sorti avec une petite séance un peu, après on a voté. Et donc, mazat est sorti. Et mazat, qui veut dire, qui est le pluriel de mésé. Génial. Partager, écoute, tu vois, plusieurs j'ai appris quelque chose. Et après, on a découvert qu'il y a un restaurant qui s'appelle mazat au Liban. Donc on ne savait pas du tout, qui a une autre histoire aussi, mais en tout cas. Et vous y êtes allé? Pas encore. Pas encore. C'est un restaurant traditionnel. Traditionnel, ou... Okay. Traditionnel. D'accord. En tout cas, voilà l'histoire de mazat, et qui veut dire partager plusieurs mésés ensemble. Et si vous regardez un peu le logo, si vous allez voir un peu le logo, on voit qu'il y a une frise qui reprend un peu plusieurs couleurs et plusieurs mets. Juste après mazat, qui représente un peu ça. Alors justement, le mezze classique, on connaît le houmous. Alors déjà, est-ce que tu peux nous donner la recette du houmous, si tu as le droit? Alors, je vais vous donner quelques astuces. Voilà, quelques astuces. Les incontournables ingrédients pour le houmous. Et puis après, il faut surtout y mettre de l'amour. Utiliser, ça c'est évident, quand on cuisine et quand on partage, des pois chiches, forcément, purée de pois chiches. Pois chiches, de préférence, si vous pouvez utiliser de vrais pois chiches que vous allez cuire, plus que les conserves, tremper, plus que les conserves, enlever la peau et après travailler à froid quand vous allez rajouter les ingrédients, que ce soit de l'ail, que ce soit de l'huile, que ce soit de la crème de sésame. Et puis après, donc le tahin, c'est ça? Oui, tahiné, on appelle ça nous tahiner, le tahini. Exactement. Et donc là, vous rajoutez un peu tout ça, vous travaillez votre houmous, vous travaillez un peu le côté texture. Bien sûr. C'est hyper onctueux. Onctueux, un peu lisse. On va rajouter aussi du citron. Et puis après, il y a plusieurs degrés. Il y a des personnes qui vont l'aimer un peu plus salé, avec un peu plus d'ail, avec un peu plus citronné. Donc là, il y a un peu des subtilités à aller chercher au niveau des différents houmous. Et nous, on en fait un dans nos restaurants qu'on appelle le houmous Beyrouti, du nom de la capitale libanaise, qui va être un peu pimenté, avec notre crème d'ail maison, un peu de paprika. Ça vient un peu relever tout ça, c'est sympa. Top. On pourra tester avec un peu de gingembre. Et est-ce que tu peux, du coup, parce que c'est vrai que c'est le mezze le plus classique qu'on connaît du Liban, tu peux nous donner fin avec, 3 autres mezzés? Alors, je vais parler avant tout du taboulé. Le taboulé libanais. On veut une rectification sur le taboulé. Voilà. On est d'accord que c'est que des herbes. C'est que du persil. Il n'y a pas de semoule. Pas du tout. C'est 90% de persil. Persil, tomates, des oignons et un peu de blé concassé. D'accord. Voilà, un peu de bourgoule. C'est tout. C'est le taboulé libanais. Voilà. Mais complètement. Pas de semoule. Un peu, parce qu'on ne le voit pas. Vraiment un peu. On ne le voit pas, c'est vrai. Et du coup, on est souvent étonné quand on vient chez nous. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent la cuisine libanaise, quand on leur rapporte du taboulé, ils disent mais ça c'est le taboulé ou alors c'est votre recette, c'est spécial. Non, c'est ça, c'est le taboulé libanais à base de persil. Et je l'ai appris il n'y a pas longtemps ça, en fait. Quelqu'un qui s'offusquait en disant j'en ai ras-le-bol de voir des taboulés avec de la semoule en été. Exactement. Là, et on a eu des fois c'est un peu marrant maintenant avec Internet, des avis. On a eu un avis négatif une fois où on sert un peu le client et il nous dit, il met dans son avis, et en plus on nous ramène du taboulé avec du persil. Et du coup, on a répondu, désolé, mais c'est la recette du taboulé libanais. Oh non. Donc là, je voulais parler un peu du taboulé dans les mezzés parce qu'il est très apprécié.
surtout quand on le découvre, c'est hyper frais, c'est hyper léger, mais on n'a pas l'habitude. De la texture, en fait. La texture. Ouais. Et c'est vrai que c'est 90% de persil, mais c'est hyper frais parce qu'après, on rajoute avec du citron, encore de l'huile d'olive, et puis après, un peu d'épices, un peu de poivre. Petite épice libanaise, je tairai le nom. Et puis voilà, ça, c'est un des mésés incontournables aussi à partager. Et le caviar d'aubergine. Ah oui. Ça, c'est hyper bon parce que c'est des produits qu'on voit de plus en plus dans d'autres restaurants, dans d'autres cuisines qu'on fait à la maison, qu'on appelle chez nous le moutabal. Moutabal, ou alors on entend parfois, vous l'avez peut-être entendu parler, du baba ranouj. Pas du tout. Baba ranouj? Ouais, voilà. Donc très sympa, c'est caviar d'aubergine. Là aussi, aubergine qu'on va un peu à la gazinière ou au four un peu brûler pour avoir le côté fumé. Bien sûr. Et on va rajouter aussi de la crème de sésame, de l'huile d'olive. Et on finit, nous, on décore avec un peu d'huile d'olive, des graines de grenade. Et on rajoute du sumac. Sumac est une petite épice qui a apporté un côté acidulé et non pimenté, très sympa. Et je vais finir avec Mais bien sûr, Alexandre, on adore. Qui est peu connu, mais que tout le monde adore quand il le goûte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est peu commun, mais qu'on voit souvent dans les restaurants. C'est le moujadara. Et le moujadara, c'est une purée de lentilles avec du riz. Purée de lentilles avec du riz et 7 épices. Et on va retrouver un peu des épices libanaises, un peu de cumin, et on rajoute, nous, de l'huile d'olive et des oignons frais. Donc très sympa. Et ça aussi, c'est peu connu des clients. Et donc ça marche bien en été. On peut le manger autant chaud que froid. Donc ça, c'est très sympa. Voilà. Donc le houmous classique. Une petite dérivée qui est le houmous pimenté. Bon, c'est très sympa. Le moutabal, caviar d'aubergine, et puis le moujadara. Merci. Et du coup, ta pâte de sésame, tu l'as fait maison aussi? Non, elle n'est pas faite maison, celle-ci. C'est des produits. Ça doit être compliqué à faire quand même, la pâte de sésame. C'est compliqué à faire, l'équilibre et la texture est compliqué à trouver. Et vu les quantités qu'on en utilise, ça c'est vrai que c'est des produits qui viennent du Liban directement, qui sont bien faits, bien travaillés. Et on travaille avec quelques marques qui font ça aussi d'une manière un peu équitable dans des villages. Ils font travailler aussi des femmes, etc. Donc c'est très sympa. Donc ouais, non, ça, on va pas s'aventurer à le faire. On peut en faire un peu en petite quantité, mais... Bien, alors tu nous as bien donné faim là, parce que ça nous donne envie, mais bon, bref. Alors, on va rester sur la tonalité du goût. Peter. Oui. Alors, toi, tu es artisan fumeur. Exactement. Donc... On s'est rencontrés sur un salon, et c'est vrai que je suis assez bluffée parce que j'aimerais vraiment savoir comment ça marche, en fait. Ça fait des semaines et des mois que je dis qu'il faut que j'aille te voir, et en fait, j'ai pas le temps. Mais comment ça marche? Comment tu procèdes? Alors, pour faire un saumon, déjà, il faut se dire qu'il faut à peu près un minimum entre 5 et 7 jours pour avoir un saumon fumé au moment où il faut le trancher. Donc, le saumon arrive entier. Il y a le moment où il faut lever les filets. Ensuite vient le moment du salage. Donc, moi, je sale au sel sec de Noirmoutier. Donc, parce que je veux un produit c'est un produit noble, c'est un produit qualitatif. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce sel. Il est récolté également à la main aussi. Donc, il y a tout un côté artisanal autour. Ensuite, il sale pendant à peu près une dizaine d'heures. Ensuite, l'étape la plus importante, comme je t'avais dit, c'est l'étape de séchage, juste après le salage. Parce qu'en fait, pour mettre un poisson au fumoir, il faut qu'il soit sec. Si vous le mettez humide, juste après l'avoir rincé, la fumée ne va pas s'imprégner au poisson. Bien sûr. Donc, c'est l'étape qui est vraiment importante pour que la fumée rentre dans le poisson. Ensuite, il y a l'étape de fumaison que moi, je fais en 2 passages au fumoir. Je fais une première étape de 4 heures et une deuxième de 10 heures. Donc, avec un battement de 24 heures entre chaque poisson, qui vont 24 heures aux chambres froides également. Donc, c'est tout un processus très long. Et moi, avec amour aussi, j'ai l'impression. Toujours avec amour. Bien sûr. Et j'ai fait avec 3 essences différentes. Donc, je fais avec de l'aulne, de l'hêtre et du chêne. Donc, le premier passage, il passe à l'hêtre, et le deuxième passage, il passe avec de l'aulne et du chêne. Donc, en fait, ce qui est, moi, j'adore, c'est que si on change le bois, qu'on met plus de bois, qu'on met plus longtemps, qu'on met plus de sel, qu'on met moins de sel, plus de séchage, le poisson, il n'a jamais le même goût. Voilà. Ouais. Et c'est ça que j'adore. Voilà. C'est pour ça que ça fait à peu près une quinzaine d'années que moi, je suis passionné de fumaison, aussi bien pour la viande que pour le poisson. Oui, parce que tu fais aussi du coup des produits, du filet mignon. Je fais du filet mignon, je fais des magrets, je fais des viandes fumées à chaud. C'est vraiment c'est gourmand aujourd'hui. C'est vraiment un processus de cuisson et de fumaison qui me passionne parce que ça... La cuisson à la flamme et la fumaison, ça change un produit et ça peut l'embellir tant que ça reste subtil.
Voilà. Et pour les magrets et pour les filets mignons, tu mets des épices aussi, j'imagine. Alors, que tu varies, c'est des recettes que tu varies. Après le salage pour les viandes, moi je sale en salage sous vide. Parce que du coup, comme les gravlax d'ailleurs. Parce que moi je ne fais pas mes gravlax, je ne fais pas d'immersion dans un bain de sel et de sucre. D'accord. Parce que je me suis rendu compte que par rapport au laps de temps, et on le rate 1 heure, c'est trop salé. On le moins 1 heure, c'est pas assez salé. Donc moi, maintenant, j'ai pris le parti pris de faire des salages sous vide et des gravlax sous vide avec 5% du poids du poisson à chaque fois. C'est pour ça que on garde la même texture avec des goûts différents. Voilà. Mais c'est pas salé. Et ça, c'est ce qu'ils aiment mes clients. Voilà. Donc, ta boutique, elle est ouverte depuis quand ? Ma boutique, comme je te l'ai dit, j'en ai pas encore. Elle est en tout cas, Là, je travaille sur les marchés pour l'instant. Parce que t'en fais beaucoup. C'est tout neuf, j'en fais beaucoup. J'essaye de me faire connaître. Bon, ça J'imagine que tu dois avoir des clients fidèles aussi. J'ai des clients fidèles, j'ai des clients qui commandent par téléphone, j'ai des clients qui commandent par Internet, sur les marchés. C'est livré aussi ? Ouais. Alors les livraisons, c'est ma femme qui les fait. Voilà. On salue Amandine. Parce que ça s'appelle La Maison qui fume aussi pour la petite histoire. C'est que justement, c'est né à la maison. Pendant une période de Covid où on était à la maison. Et vu que je suis passionné et que ça fait quelques années que je fais du saumon fumé pour mes voisins, mes amis, la famille, je vais mettre une annonce sur Facebook. Et du coup, c'est parti comme ça. Je me suis retrouvé sur un marché de Noël, du marché de Noël chez des amis et sur d'autres marchés. Ça a démarré comme ça. Et je me suis pris au jeu. Et je me suis lancé. Et donc tout est chez toi en fait, le fumoir, tout ça ? Ouais. Alors au début j'ai démarré dans la cuisine. Ma première année c'était dans la cuisine avec un petit fumoir Weber. Et maintenant aujourd'hui j'ai acheté un fumoir où je peux fumer à 64 poissons. Et j'ai aménagé mon garage en laboratoire. Et là normalement à la fin d'année j'espère avoir ma boutique. Voilà. Où j'aimerais allier justement un côté épicerie fine, un genre de delicatessen, voilà. Parce que ça, Enfin, tu espères, ça va se réaliser. Oui, ouais. Mais évidemment. Parce que toi, avant, tu étais chef de cuisine. C'est ça. Alors moi, je suis fils de cafetier. Donc j'ai grandi dans les bars et dans les brasseries avec mon papa. Et j'ai quitté l'école à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, j'ai dit, je vais aller avec mon papa. Donc voilà, je vais aller dans l'affaire familiale. Donc j'ai démarré au comptoir, voilà, comme tout le monde. Et au bout de 3-4 ans, j'en avais marre, ça ne me plaisait pas. Et on a décidé de lancer la brasserie. Donc du coup, à ce moment-là, je suis atterré en cuisine et je ne connaissais rien du tout à la cuisine. Donc j'ai commencé à apprendre avec le cuisinier et je me suis pris au jeu. J'ai fait aucune formation, j'étais vraiment un peu autodidacte. Beaucoup de livres. C'est pas grave ça d'être autodidacte. Non, c'est pas une force. Beaucoup de vidéos. À l'époque, les podcasts, ça n'existait pas encore. Et c'est comme ça que je me suis formé. Voilà. Et j'ai fait 15 ans comme ça. Voilà. D'accord. Et donc dans le même restaurant ? Avec mon père, oui. Jusqu'au jour où j'ai voulu à Gonesse. Voilà. Je suis natif du Val d'Oise. Voilà. J'ai bifurqué un peu en Andrésie à un moment donné. Mais, voilà. Super, merci Peter. Alors Stéphanie, la quatrième invitée et non des moindres. Donc toi, tu es présidente de l'association La Table des Dames. Tout à fait. Quelles sont les ambitions ? Alors les ambitions, c'est de valoriser donc la place des femmes dans les métiers de bouche, que ce soit la cuisine. Alors pour la petite histoire, moi je suis aussi chef et traiteur. Et toujours avec amour aussi. Et toujours avec en amour. fait, je pense que c'est le dénominateur commun. Exactement. Et d'expérience, je me rends compte que les femmes ne sont pas forcément valorisées en cuisine par rapport à un homme, que ce soit salarial. Non, tu crois. Voilà, on a toujours plus à se justifier que les hommes. Enfin, après, voilà, c'est une vérité, c'est comme ça, et puis voilà. Et donc, depuis 1 an, donc l'association existe depuis 4 ans, mais moi, depuis 1 an, j'ai repris la présidence, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Et je me dis, il y a du travail, et puis allons-y, quoi. Même pas peur, quoi. On prend la présidence et on y va. Pour ton engagement sur l'association, comment ça fonctionne ? Enfin, tu rencontres des gens, tu demandes aux gens de donner, il doit y avoir une cotisation aussi, parce que vous avez besoin de fonds, c'est normal. Exactement. Pour pouvoir fonctionner, il faut des fonds. C'est ça. Donc, j'ai commencé à lancer les adhésions il y a 1 mois. On commence à récupérer des fonds. Donc, il y a des projets qui vont arriver, qui vont être une rencontre entrepreneur avec tous les métiers de bouche dans le 77, donc chez moi. Et bientôt un brunch samedi avec Florian de Fiertil. Ah, super. Ouais, dans sa boutique. Ah, génial. Parce qu'il adhère justement, il a adhéré. Et donc voilà, et le but c'est de faire des événements. Florian, c'est mon meilleur ami. Ils se sont rencontrés et ils vont bosser ensemble, j'adore. C'est ça.
On s'est rencontrés, lui et moi, sur Instagram. Ouais. Voilà. Et du coup, le but, c'est de faire des événements dans les lieux. Enfin, s'il y a une boutique, s'il y a un magasin, etc., de faire des rencontres sur les lieux, en fait, des adhérents. Donc, voilà. Comment tu te projettes après sur cette association? Quel serait le plus grand rêve de cette association? Ce serait toujours voir grand, quoi. Carrément, mais de créer un concours ou un label, un mentorat. Du coup, tu as contacté Marie-Sauce? Tu la connais? Non. Oui, je la connais. Elle a organisé la cuillère d'or, en fait, qui était... Le trophée des léopards aussi. Ouais, c'est ça. Mais le trophée des léopards, c'est pas forcément que femmes. Ouais. La cuillère d'or, c'est vraiment spécifique aux femmes. Et elle pourrait aussi t'aiguiller sur pas mal de choses. Parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, de se dire, voilà... Pas du tout. L'idée, c'est... je te mettrai en lien. Elle a préfacé mon livre, donc je la connais. Très bien, avec plaisir. Voilà. Bon, merci Stéphanie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour évidemment faire des rencontres. C'est ça, c'est que ça en fait, mon podcast. Vanessa, du coup, toi tu es d'origine congolaise. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous citer, parce qu'on a envie de nous mettre l'eau à la bouche, deux recettes phares de ce pays natif? 2 recettes phares. Il y a le sakasaka. C'est des feuilles de manioc qu'on laisse cuire pendant très très longtemps et qu'on agrémente de plusieurs légumes et épices. On rajoute de la crème, du beurre de cacahuète en fin de cuisson et c'est tellement bon en bouche. Je peux pas décrire le goût tellement c'est. C'est quelle viande? Non, c'est pas de la viande, c'est carrément des feuilles. Après, c'est que des feuilles. C'est que des feuilles. Ah ouais. Qu'on laisse cuire. Et elles vont vraiment. fondre? Elles deviennent fondantes en bouche en fin de Donc ça cuisson. fait quoi, une texture un peu comme les épinards? Un peu comme des épinards, tout à fait. Visuellement, ça ressemble à des épinards. D'accord. Après, chacun agrémente. Il y en a qui le font avec soit du poisson, soit de la viande. Donc après, en garniture? Non, on peut pas en faisant cuire à l'intérieur. D'accord. C'est un bouillon, une sorte de plat. C'est comme un pot-au-feu, mais ça ressemble pas vraiment à un pot-au-feu. Une sorte de ragoût? Oui, voilà, parce que les morceaux ne sont pas vraiment visibles. D'accord. Tout a fondu en fait. Voilà. Ah ouais. Voilà. D'accord, et tout se mélange. Ouais. D'accord. Et la deuxième? La deuxième, sucrée à la rigueur? Non. Pas très... C'est vrai, mais c'est drôle parce que j'ai reçu chez Fatou, et elle m'a dit ça même. Ouais, c'est vrai. Après, je pourrais parler du mikaté, c'est le beignet. Oui. En fait, c'est un beignet. Oui, c'est vrai que c'est jamais très diète. En fait, voilà, aussi. Mais c'est pas grave, on adore le gras, c'est la vie, on le sait bien. C'est après en sucré, je pourrais parler. Alors, donne-nous une autre recette salée. Alors. Salée, je dirais le makayabu. C'est du poisson salé, c'est de la morue généralement qu'on fait sauter avec des oignons, des aubergines. Ça aussi en bouche, c'est pas mal. C'est des plats que je ne connais même pas. Les Portugais, bacalhau, voilà, c'est ça. Voilà. Après, en sucré, c'est le mikaté. C'est un beignet, en fait. La base, c'est eau, farine, levure. On laisse monter. Pas de fruits, pas de beignet nature. En cuisson. Voilà, c'est nature en cuisson. Enfin, pour la cuisson, on le fait nature. Après, on peut l'agrémenter de chocolat ou de confiture. Et c'est frit? C'est frit, ouais. Ça plonge dans l'huile. Mais en fait, après, quand l'huile est bien chaude, ça dérange pas en bouche, franchement. Non, un beignet, non. C'est juste après qu'on le ressent. Mais on sait pas où ça se met, quoi. Voilà, c'est plus ça. C'est pas écœurant. Mais alors, faut quand même préciser que ton compte Instagram, donc on mange quoi ce soir, chouf, faut y aller. Il faut y aller quand on n'a pas faim. Parce qu'en fait, Vanessa, elle fait des vidéos, mais en immersion totale dans ses plats. Et donc, c'est en gros plan. Et ça donne envie parce que tu vois le truc qui mijote. Là, ce matin, j'ai vu que tu avais fait du coup tes cakes. Et du coup, on dégustera après. Et elle est dans la pâte. Je me dis, un jour, elle va faire tomber son téléphone là-dedans. Mais attends, mais moi, j'ai peur parce que je suis comme toi aussi. Et je me dis, un jour, le truc va tomber dans la sauce. C'est clair. Et ça va être la misère. Donc, merci en tout cas pour tout ça. Moi. Alexandre, est-ce que tu as déjà dégusté les plats du chef étoilé Alan Géham? Oui, j'ai été une fois goûter son brunch et goûter quelques plats. Ouais. Et je trouve que c'est très sympa ce qu'il fait, ses revisites. Parce que c'est un peu... j'aime pas trop ce terme à la mode, mais nous, on a une culture puisque c'est une entreprise familiale vraiment franco-libanaise, on modernise un peu les plats, on les revisite. Et... Quel terme tu n'aimes pas? Le terme à la mode, le côté de revisiter. De revisiter. Ouais. Mais entre guillemets, c'est ce qu'on fait souvent et on retravaille sur nos plats. Et lui, c'est ce qu'il a fait un peu dans ses c'est le côté créatif en fait qui est sympa. C'est le côté créatif. Et donc je trouve qu'il a donné un bon coup de lumière, en tout cas à Paris, pour ceux qui le suivent, pour la restauration libanaise. Et donc non, j'ai été goûté, très sympa. Très bon, très sympa. Et je l'ai rencontré aussi.
Donc je trouve que c'est bien d'avoir un peu de visibilité pour cette cuisine parce que il y a beaucoup de restaurants, de snacks, d'épiceries libanaises. Et là, il a fait un peu comme certains peuvent le faire, un peu monter en gamme tout ça. Bien sûr. Et c'est très sympa. Donc du coup, il y a de nouvelles personnes et de nouvelles cibles qui s'intéressent à cette cuisine-là. Très bien. Donc là, on a été goûté et très sympa. Très sympa, très bon, des saveurs, des alliances assez intéressantes. Et du coup, donc, tu as 4 restaurants. Oui. C'est ça. Et à quand un prochain? Alors, tu es focalisé en Ile-de-France, 3 en Ile-de-France, 1 à Rouen. Oui. Donc, est-ce que tu vas t'étendre en France et peut-être à l'étranger? Étranger, pas pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, Liban, tu ne voudrais pas avoir un restaurant au Liban? Non. Ça, c'est pas possible. Ça peut être un rêve ou quelque chose de très intéressant. Ah ben on est encore sur le... Voilà, donc Peter avait son rêve, toi tu as un rêve, très bien. Après, voilà, nous on a vécu en France, on est franco-libanais, mais c'est un pays qui est très instable. Donc on va dire qu'on peut monter un restaurant et le lendemain il peut s'effondrer, on va dire. Oui. Donc c'est pas... Voilà, l'étranger, pas du tout. Par contre, en France, pourquoi pas ailleurs? Donc, on regarde un peu les villes comme Nantes, Angers. Ah oui, ce serait même pas le sud. Pourquoi pas le sud, si. Tu as franchisé encore Non, pas de franchise. Pour l'instant, pas d'actualité. Parce qu'on rentre vraiment dans une autre un peu dimension ou autre chose que ce que nous on fait. Nous, c'est vraiment une entreprise familiale. D'accord. Donc, j'ai pas encore présenté tout le monde et je vais le faire rapidement pour pas après qu'ils me disent t'as pas parlé de nous. Mais c'est vrai qu'on a monté tout ça avec mon père, comme toi, avec mes frères. Et il y a aussi la maman qui est là. Je passe du bonjour. Enfin, attention, parce que si je parle pas de la maman qui vient un peu soutenir, décorer un peu les restaurants et qui adore être avec nous. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est parti du papa en 2014 et petit à petit on l'a tous rejoint. Donc nous on a monté le restaurant et l'entreprise ensemble. Et puis après on a tous eu notre parcours pendant 10-15 ans et en 2017 on a décidé d'accélérer justement. C'est là où il y a eu des opportunités. On a ouvert à Cergy, puis à Buchelet, puis à Rouen, le dernier né. Rouen qui est un peu spécial puisque nos restaurants, c'est un restaurant de centre-ville dans un centre commercial. Mais Rouen, c'est sympa puisque c'est un marché alimentaire. C'est une food court. Un peu comme les halles? C'est des halles gourmandes où on se retrouve entre amis, en famille. On va piquer un peu de tous les stands, des huîtres, un peu de vin blanc, un peu de taboulé. C'est hyper à la mode et voilà. Ça génial. C'est la convivialité à l'état brut. Exactement. Et donc c'est très sympa comme projet. On est très content d'être là-bas. Et, on a un prochain projet en 2024 qui arrive. Donc pour faire un cinquième projet, toujours sous la marque Mazat, voilà. Et peut-être un projet à Amiens aussi, dans une halle gourmande également. Génial. Donc voilà, on est en train de regarder ça, mais pour l'instant pas de franchise. On veut rester un peu indépendant et libre de ce qu'on a envie de faire, et toujours sous la marque Mazat. Donc Mazat qui est, si vous regardez un peu le logo, qui est cuisine libanaise et familiale. Donc, oui, tu insistes beaucoup là-dessus et tu as bien raison. Tout est fait maison, et c'est vrai que on ne peut rien faire sans nos équipes. Et donc, on est aujourd'hui 30 personnes dans l'entreprise. Mais c'est vrai que quand nos clients viennent dans nos restos, ils nous cherchent. Ils cherchent nos visages, voilà, puisqu'on raconte un peu nos histoires, les plats. C'est génial. En fait, vous incarnez. C'est ça. C'est hyper important. Voilà. Des projets à venir en région parisienne et peut-être pourquoi pas. C'est vrai que les franchises, c'est toujours compliqué parce qu'à un moment, on y laisse un peu notre âme. Donc, ça peut être bien pour le développement. Bien sûr, pour l'expansion. Mais moi, je sais que plein de gens me disent ce serait bien que tu franchises, etc. Et pour l'instant, j'ai pas envie, quoi, parce que c'est la personnalité aussi qui porte le truc, quoi. C'est ça qui fait que c'est bien et que les gens sont rassurés et ont confiance. Donc, c'est toute une problématique. Et on rentre dans d'autres débats et d'autres ratios et calculs quand on franchise. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans ça. Donc, voilà. Bon, en tout cas, les 2 projets, on espère qu'on sera au courant. Et ouais, bien sûr. Et puis on espère, venez, si vous n'êtes pas encore venu. Je ne suis pas. Non, mais Alexandre, on s'est rencontrés il y a très longtemps. Exactement. Ce que j'expliquais tout à l'heure à Peter, je disais qu'on s'est rencontrés une fois. Une fois. Je pense à un apéro, un déjeuner entrepreneur dans le Val d'Oise. Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Et moi, en fait, je pense à toi très souvent parce que Muriel de la Cucina vient très souvent chez toi. Très souvent à Vauréal, exactement. Et à chaque fois, je me dis, et moi, c'est vrai que je me découvre un vrai plaisir gustatif pour la cuisine libanaise. Et à chaque fois, et en fait, le prétexte, c'était de te voir aujourd'hui pour dire, bon, ok, maintenant c'est bon, c'est acté. On va venir en famille à Mazat. Non, je m'y engage.
Au salon, c'était un houmous de betterave Ouais. avec... Ouais, j'avais fait. Alors après, c'est vrai que je les décline. Ça me gêne toujours de parler de houmous mais c'est une mousse. Il y a toujours le pois chiche, mais c'est vrai que je l'avais fait avec la betterave et je le fais aussi avec de la patate douce. Je fais pois chiche et patate douce. C'est vrai que ça se mélange bien, mais la texture, tu disais, c'est très important de trouver aussi la texture. Ouais. Et est-ce que tu mets une herbe du coup dans Alors, le houmous? j'ai ramené pas mal de choses avec moi, on dégustera tout à l'heure. Entre autres, donc des pâtisseries libanaises qu'on appelle des marmoules, parce qu'on sort de Pâques. C'est des pâtisseries qu'on fait à Pâques, justement. Des sablés à base de noix, fleurs d'oranger, de dattes et de pistaches. Oh là là. J'ai ramené, pas pour tout de suite, pour tout à l'heure, un vin libanais. On va parce que là, il est 10h25 pour l'enregistrement. Mais... Pour tout à l'heure, voilà, un très bon vin libanais avec quelques spécificités, je vous raconterai. Oui, parce que c'était une question que je voulais te poser. Donc, et puis, une épice qu'on utilise beaucoup, mais on n'est pas les seuls, puisqu'elle se démocratise beaucoup, qui est le za'atar, le thym libanais, que nous, on met dans beaucoup de nos plats, dans des marinades, dans des sauces, dans des vinaigrettes. On assaisonne nos frites avec, on assaisonne nos viandes, nos poulets, enfin tout. On fait des pizzas libanaises avec. Voilà, le za'atar qui est à base de sésame et de thym séché. Libanais en tout cas. Et donc voilà, on met beaucoup de za'atar dans nos produits. Top. Tu parles de pizza libanaise, tu mets quoi du coup? Alors, il y en a qui connaissent le terme, ça s'appelle manouché. Elle est cuite au four et c'est très sympa. C'est une pâte à pizza, parfois une pâte à pain. Chacun a sa recette qu'on va étaler, soit en taille un peu classique, moyenne, soit en toute petite taille. On mange ça, nous, au petit déjeuner, avec des légumes, des tomates, des concombres, de la menthe. Mais on peut le manger aussi à midi ou le soir, c'est un repas. C'est tout simple. On va mettre de l'huile d'olive avec le za'atar. On va mélanger, on va trouver sa densité, sa texture. Et on va l'étaler sur la pâte et on va la mettre au four. Alors moi, je dis le za'atar et toi, tu dis za'atar. Voilà. L'accent. Quand même mieux. Et on met ça au four. Et ça fait ce qu'on appelle pizza libanaise, qu'on appelle manouché. D'accord. Voilà. Donc, et on rajoute parfois du fromage avec. Du halloumi, non? Du halloumi, exactement. Bien, Ah, bien, bravo. Super. Voilà. Sur les marchés, il y a pas mal de Libanais. Ouais. Alors, on échange. Mais en fait, on se rend compte que la cuisine, c'est que ça. Bien sûr. C'est les échanges, les rencontres, les gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de transmettre. Et du coup, il y a les deux côtés et je trouve ça très chouette. Et là, vous incarnez ça très, 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 très bien aujourd'hui. Je vous fais passer le pot en même temps tout à l'heure. Alors oui, on va sentir. Le thym, Stéphanie, Oui. quel est l'événement ou la rencontre dont tu es la plus fière? Alors, la dernière rencontre que j'ai faite, c'était avec Linda Dumont, du lycée Rabelais vers Lyon. J'étais marraine en fait de cet événement. On a créé un événement, un dîner pour 200 personnes et l'association Courir pour elle qui lutte contre le cancer du sein en fait. Donc, et qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? On a organisé un repas avec les lycéens, enfin les étudiants. Donc c'est les étudiants qui ont été en cuisine? Exactement. Donc nous on a juste chapeauté en fait. On a établi le menu ensemble toutes les deux. Et on a tous les fonds récoltés ont été reversés à l'association Courir pour elle. Super. Donc voilà, je suis plutôt fière de cette rencontre. Mais tu as raison. Parce que c'est une rencontre qui dure encore. On échange encore, malgré la distance, on échange encore. Et puis, ça ne me fait pas peur de me déplacer, même en France, pour l'association La Table des Dames. D'accord. Et quelle est la rencontre à venir qui est organisée et dont tu es... Virginie? Qui est-elle je ne la connais pas. Et du coup, Stéphanie, quel message souhaiterais-tu adresser aux femmes qui souhaitent se lancer dans la restauration, l'hôtellerie ou le vin et qui ont des réticences ou des croyances limitantes? Qu'il faut rien lâcher en fait, il faut y croire jusqu'au bout. Là, c'est un métier de passion. Si on le fait pas avec son cœur, comme on disait tout à l'heure, si on le fait pas avec conviction et avec punch, parce que il faut aussi avoir du caractère dans ce métier en tant que femme. Déjà en tant qu'homme, il faut avoir du caractère, il faut avoir les reins solides, il faut savoir être bien entouré. Moi, j'ai la chance d'avoir dans mon métier, parce que je suis aussi chef et traiteur, j'ai un mari qui est adorable et qui me soutient et vraiment sans lui. Je ne serais pas arrivée jusque là où je suis. Donc voilà, il faut être bien entouré, il faut savoir se dire que c'est difficile, mais que rien n'est impossible. Oh, c'est beau ça. Voilà. C'est beau, ouais. Merci. C'est hyper important surtout. Peter, oui. Quelle part accordes-tu à la créativité pour tes préparations proposées aux clients durant l'année? Parce que là, tu disais la base, c'est le saumon, mais après, tu fais des produits dérivés, et puis j'imagine que tu laisses libre cours aussi en fonction de la saison, de tes envies. Aussi, alors, j'ai une gamme de Gravlax, comme on en parlait tout à l'heure, où j'ai 3 produits qui restent toute l'année. Donc, le Gravlax à la russe, que j'ai appelé à la russe parce que je mets une touche de vodka dedans. On me charrie souvent sur les marchés, on me dit à l'ukrainienne, machin. Bon,
c'est les marchés, c'est comme ça, c'est sympa. Donc je mets de la betterave crue, de l'aneth, du jus de citron et de la vodka, du sucre et du sel. Voilà. J'en ai une autre que j'ai créé il n'y a pas longtemps, le yuzu sake, voilà, où je mets du jus de yuzu, épices gingembre, épices chinoises et du saké. Et un autre que j'ai, le pastrami, parce que vu que je suis fou de fumaison et de viande également, j'ai travaillé la recette du pastrami qui est pour la viande à la base sur du poisson. Voilà. Alors, dis-nous, le pastrami, c'est quoi exactement? Le pastrami à la base, c'est du bœuf qu'on fait saumurer dans une saumure pendant une dizaine de jours. Donc dans cette saumure, vous allez trouver des baies de genièvre, du thym, du sel, du sucre, quelques autres aromates. Et il saumure pendant 10 jours. Et ensuite, à la fin de ces 10 jours, il fume à une température précise pendant des heures. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on le met à sécher. Et puis après, on le tranche en tranches fines comme en charcuterie. C'est un produit qui se mange en charcuterie. Mais du coup, quelle différence avec la bresaola? Parce que c'est aussi de la viande de bœuf séchée, alors, la bresaola. La bresaola, c'est de la viande séchée non fumée, déjà. Ah, c'est ça la différence. C'est ça. Il y a la grison passe au fumoir des fois. Ah oui. Voilà. Mais pas la bressaola. Et je crois que la bressaola, de base, c'est mariné avec du vin rouge, un petit peu. Je crois. Je ne suis pas très sûr, mais je pense. Et voilà. donc là, tu dis que la façon fumage pastrami, tu l'appliques au saumon. Voilà, sans fumaison, bien sûr. Alors maintenant, je l'ai dérivé un petit peu, donc j'ai utilisé du paprika fumé dans ma marinade de gravlax, avec de la coriandre en graines, des graines de moutarde, du poivre noir américain, et du miel. Voilà. Puis il y a toujours 4 gravlax. Et ces 3-là sont là toute l'année. Et il y en a une gamme qui est là, on va dire 2-3 recettes par an que je change. Par exemple, en fin d'année, j'en avais fait un ikazumi. Parce que je suis fan de... Vu que j'aime bien le poisson, j'aime bien la bouffe japonaise. Ouais. Voilà. Et donc l'ikazumi, c'était un gravlax avec de l'encre de sèche. Donc il avait une texture très iodée, était noir. Donc visuellement c'était beau déjà, et parce que ça aussi j'y apporte de l'importance. Bien sûr. Et au goût c'était top. Il a fait un carton, voilà. Et donc voilà, c'est ma créativité. Donc j'en ai fait un autre avec un curry. Tous les 3-4 mois, je mets on va dire une recette de saison sur les gravlax. C'est bien. Ensuite, dans les émincés sensations, donc ça c'est le saumon fumé. Les émincés sensations. Ouais, voilà. J'ai essayé de mettre en valeur. Voilà, faut que le nom donne envie déjà aussi. Donc ça, c'est du saumon fumé. Donc il est émincé, il n'est pas tranché. Donc ça aussi, il y a différentes coupes et de donc tranches. Il est plus épais? Il est plus épais, donc la texture est différente, la mâche est différente. Et du coup, ceux-là, ils sont laqués. Quand ils passent au fumoir, ils ont un laquage. Et moi, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, le saumon classique que je tranche, il est fumé à la ficelle. Donc il est fumé, il est suspendu dans le fumoir avec une ficelle. Pourquoi la ficelle? Parce que le poisson, quand il est suspendu à une ficelle, par lui-même, il va tourner dans le fumoir, et ce qui fait que la fumée va vraiment... Ça va être harmonisé, en fait. La fumée va vraiment bien s'imprégner au poisson, et donc va être beaucoup plus harmonieux. Ah, c'est ça, d'accord. Tandis que quand je fais des marinades, des laquages, les poissons fument à plat. Je ne peux pas, parce que du coup, la marinade, elle va tomber. Et du coup, ça, il y a 3 recettes. Donc, j'ai poivre 5 baies, écorce de citron basilic avec un citron non traité toujours. J'essaie toujours de mettre vraiment le produit. C'est un produit noble, le saumon, donc j'aimerais toujours le mettre en avant. Et pavot sésame torréfié. Voilà. Et il y a toujours une recette, comme là la dernière, qui est revenue. Donc là, j'ai fait poivre de timut et kombava. Voilà. Donc c'est des recettes. Il y a toujours sur la gamme de produits une recette saisonnière. Et du coup, où tu te fournis pour ton poisson? Alors le poisson, quand j'ai démarré et que je tranchais sur ma table, je me fournissais à Métro, parce que du coup c'était 2-3 filets, donc pas d'importance, mais à un moment donné, ça suivait plus. Bon. À un moment donné, ça a pris tellement d'importance que mon petit fumoir, il a fallu que je change de fumoir, et que Métro ne suivait plus, ils n'avaient plus les quantités nécessaires, et puis j'ai voulu monter en gamme. Donc j'ai démarré avec du norvégien. Aujourd'hui, je travaille qu'avec du label rouge d'Écosse. Donc, et maintenant que je me fournis sur une société Paris Caviar, qui est une société de poissons familiale, parce que j'apporte beaucoup d'importance là-dessus aussi, et qui m'apporte un poisson avec une extrême fraîcheur. Et généralement, quand je le reçois, il y a 2-3 jours de marée, il est vraiment très très frais, et ça fait toute la différence sur le poisson. Si on a un bon produit de base, on a forcément un bon plat à la fin. Il n'y a aucune surprise. Voilà.
Et donc, mon poisson, maintenant, je me fournis chez lui directement à Rungis. Voilà. Et t'as vu que ça a bien augmenté. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Voilà. Alors, le saumon, quand j'ai démarré, il n'était pas cher. Il était pas cher. Au jour d'aujourd'hui, et malheureusement, c'est très cher. Donc, j'ai mis quelques mois à prendre sur ma marge. Et puis après, mais là, j'ai pas pu. On en est tous là. Voilà. Donc, oui, j'ai augmenté. Je me retrouve aujourd'hui à 89 € le kilo. Je ne me trouve pas excessif pour un saumon artisanal. Tu peux nous donner du coup, pour qu'on se rende compte, les paquets, c'est quoi? C'est 250 grammes? Alors les paquets, j'ai beaucoup hésité aussi sur les paquets, parce que les paquets, je me suis rendu compte avec l'expérience des marchés, tout ça, au lieu de me regarder le poids, ils regardent les tranches. Voilà. Donc là, je suis encore au poids. Hein. J'ai une plaquette de 150, une plaquette de 250, de 500 et de 1 kg. Mais je suis en train de me dire et de retravailler dessus pour ma prochaine plaquette tarifaire où je vais marcher en tranches parce que les gens seront plus réactifs. C'est sûr. Donc, je vais retravailler là-dessus. Donc, actuellement, il y a 150 grammes, 250 grammes, 500 grammes et 1 kg pour les fêtes. Voilà. D'accord, super. Merci, Peter. Alors, Vanessa. Oui. On est très impatients. Parce qu'en fait, on a dégusté avant l'enregistrement un premier cake qui était donc cake courgette, citron. Non, c'était courgette anis, pas du tout. On a cru. Non. C'était gingembre. Non, j'ai tout confondu. Alors, Vanessa, coriandre. Ah, c'était courgette, un cake sucré, courgette, coriandre. Donc ça, c'était délicieux. Et là, en live, Vanessa est déjà avec son téléphone et sa vidéo, ça va aller sur Instagram, forcément. Donc, dis-nous. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Donc là, on va goûter le choukies. Et je vous laisse deviner. Cookies, ça veut dire qu'il y a un dérivé cookies. Oh là là. Cookies et chou, alors. Il doit y avoir de la crème dedans, non? Choukies. Vous avez la petite crème pour accompagner. Ah, c'est là qu'on la prend. Ouais, vous pouvez. Avant, après, pendant, peu importe. Comme l'envie, comme vous le ressentez. Là, c'est vraiment, faut se laisser guider. Bon, déjà, il y a des pépites de chocolat. Ah bah tu filmes, moi je filme aussi. Hein. La première bouchée dit quoi? C'est hyper moelleux déjà. Hyper moelleux. Très chocolaté. Très chocolaté. Ah, mais c'est très moelleux. Ok. Oui, effectivement, c'est déroutant parce que visuellement, c'est un cookie. On s'attend à quelque chose de croquant et on ouvre, c'est tout moelleux. Donc, comme un cake. Voilà, le chouki, c'est entre le cookies et le cake. Donc la forme d'un cookie, le moelleux d'un cake. C'est hyper moelleux. Oh, merci. Moi qui adore le sucré et le chocolat, c'est bien équilibré. Pas beaucoup de sucre. Oh là là, elle adore quand tu dis ça. Ah non, mais c'est clair. Donc en fait, là, celui-là, il n'est pas très sucré parce qu'il y a la petite crème, la dulce de leche qui vient accompagner. Donc je ne sais pas. Oui, oui, c'est de la confiture de lait. Donc là, c'est un mariage entre le Congo et l'Argentine. Oh, c'est bon ça. Ah, merci. Tu peux m'en verser, s'il te plaît. Donc, c'est un mariage entre le Congo et l'Argentine. Cette table d'enregistrement, c'est n'importe quoi. Il y a des jus, il y a du thym, il y a du vin. J'adore. Et merci. En goût, est-ce qu'il y a des notes que vous ressentez plus que d'autres? La crème, là. Elle se boit toute seule. Comme on dirait, c'est une dinguerie. Ah oh là là. Ah oui, c'est très bon. Donc là, c'est l'Argentine qui rencontre le Congo. C'est aussi ça la particularité de ma cuisine, c'est que je la décris comme une cuisine sans frontières. Donc c'est vraiment, le but, c'est de mélanger toutes ces connaissances que j'ai pu découvrir. T'es partie en Argentine? Non, je suis pas partie en Argentine, c'est mon rêve. Mais j'aime tellement la dulce de leche que j'ai retravaillé ce produit pour. Excellent, ça. Ça se marie bien ensemble. Voilà. Donc il y a le côté fort du choukies qui vient être adouci par la crème, la dulce de leche. J'aurais pas dit mieux. Pardon? J'aurais pas dit mieux. Ah, merci. Et donc, moi, je vous laisse deviner. Hein. Dites-moi ce que vous ressentez dans le choukies. Oui. Et vous trouverez jamais. Dans le choukies, il y a quelque chose de particulier. Il y a du chocolat. Il y a du chocolat. Peter, je te trouve d'une perspicacité quand même. Le chocolat, effectivement, il y a du chocolat noir. Est-ce que tu as remis de la courgette? Non. C'est une épice? Non. Non. Si tu me regardes, non, c'est pas une épice. Non. Patate douce? Non.
Donc, il y a de la farine de manioc, ça, c'est de la base. Tu cuisines tout avec la farine de manioc? Les desserts, oui. Les desserts, d'accord. Ouais. L'avantage, c'est que c'est sans gluten. Tout à fait. Eh ben, écoute... Non, franchement, si vous trouvez, c'est... Si vous trouvez, oui. On va dire, les Asiatiques l'utilisent beaucoup. Allez, on aide un petit peu. Les Asiatiques l'utilisent beaucoup en cuisine. De la feuille d'algue? En pâtisserie. En pâtisserie? Ouais, beaucoup. T'as eu sésame? Non. Les Asiatiques, l'utilisent beaucoup en pâtisserie. Ça ne nous semble pas évident, en fait. Si les desserts asiatiques sont remplis de ça. Ah ouais? Ils ont même une boisson. Du litchi? Non. Je sais pas. Du riz? Non. Mais c'est un truc improbable. Ouais. Quand même en soi. Oui. Mais les véganes aussi en mangent beaucoup. Alors, on vous donne une indication, c'est une légumineuse. Ouais. Ah. Des lentilles? Non. Chili con carne. Chili con carne. Chili con de l'haricot carne. rouge. Yeah, oui. Haricot rouge. C'est ça. Ah non, j'avais pas. Et Voilà. du coup, tu le mixes pour que ça fasse une pâte. Je le transforme en crème, ouais. C'est ça? Et je Avec quoi? l'incorpore. Avec quoi tu fais la crème? Juste nature, ouais. Je rajoute rien d'autre. Ouais. Et tu mets dans ton appareil. Ouais. C'est incroyable. J'en avais déjà fait un comme ça, mais ma femme, elle me l'avait fait à la patate douce. Ok, ouais. Si. Mais ça donnait un peu la même texture. Ouais, c'est ça. C'est l'haricot rouge qui fait ça. Elle apporte, ça apporte quand même un côté moelleux. Après, c'est la façon de faire aussi, je pense, de monter ma pâte. C'est très très bon. Non, c'est très très bon. Mais ça, c'est une dinguerie. Mais avec ton coulis, l'ensemble des deux est super bon. Franchement. C'est équilibré, non? C'est le mot qu'elle aime. C'est ça. Non, bravo Vanessa. En Merci beaucoup. Alors, donc, en termes d'interview, on a fini, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc, ce sera bien la conclusion, en tout cas, de cette table. On va faire un petit jeu. Alors, vous prenez, donc j'ai un petit sachet, vous prenez 4 feuilles, s'il vous plaît, 4 petits papiers chacun. 4. Okay. Donc, ce sont des questions fermées, c'est-à-dire vous répondez en fonction de l'interrogation. Et si vous avez envie de raconter quelque chose... Je te fais sentir le Ah oui. Hop. Oh là là. Le za'atar. Le za'atar. Oh. C'est des graines de sésame qu'il y a. Tu as sésame. Sésame et thym. Et thym séché. Et quand tu mets de l'huile d'olive avec... Oh là là. Est-ce que tu en mets dans le taboulé, du coup, ça? Non, pas du tout. Non, mais on peut en mettre. Ouais, après. On peut en mettre. Moi, j'en mets partout à peu près. Mais c'est vraiment un thym libanais. Ouais. Que tu ne trouves vraiment qui se cultive qu'au Liban. Celui-ci, ce thym séché-là, oui. Avec sésame, etc. Et qui est produit au Liban, ouais. C'est incroyable. Marinade, tout. Marinade, dans les vinaigrettes. Dans la viande. Je pense que tu peux tester sur de la viande, tes saumons, un jour très sympa, vraiment. Sur un gravlax, hein. Sur un gravlax. Il va y avoir le gravlax libanais. Il faut, ouais, franchement, oui. Il faut. Liban sensation. Mais je pense que d'ailleurs, je vais en parler à mon frère, qui est le chef cuisinier des restaurants. Et je pense qu'on va se faire une recette avec toi. Je pense j'adore. Mais ça me fait trop plaisir. Ah, c'est génial. Mais en fait, il n'y a pas un seul podcast où les gens créent pas à un moment une synergie et ça me fait trop plaisir. Alors, bon. Vos petits papiers. Stéphanie. Oui. Je t'écoute. Béarnaise ou mayonnaise? Donc là, je dois répondre en fait. Oui. Béarnaise, sans hésiter. D'accord. Je trouve ça plus gourmand. Puis la mayonnaise, voilà. Je trouve ça plus gourmand, la béarnaise. Avec une bonne viande. Tu fais les 4 à la suite. Les 4 à la suite. Alors après, c'est Bordelais, Bourgogne ou Alsace. Je bois pas d'alcool. Bon, on va boire pour toi. Complètement. Mais si je dois choisir une région à visiter, ce sera l'Alsace. Ok, très bien, je suis alsacienne, merci. Je savais même pas en plus. J'apprécie. Gourmet ou gourmand? Plutôt gourmet. J'aime bien manger des produits locaux de saison. Moi, c'est ce que je cuisine. Gourmand de manger pour manger, non. Plutôt gourmet. Et entrecôte ou bavette? Évidemment, une entrecôte avec la béarnaise, ce sera parfait. Et ben voilà. Et le za'atar. Voilà. Alexandre. Alors, moi, j'ai terrine ou rillette. Rillette, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé d'ailleurs. Tandoori au colombo, tandoori. Et après, on va terminer par 2 questions que j'adore. Fraise ou framboise? Très compliqué pour moi. J'adore tous les fruits rouges, mais framboise, qui est peut-être un de mes fruits préférés. Et chocolat blanc ou chocolat noir, je pense que celle-ci, elle a été faite pour moi. Parce que je ne passe pas une journée sans chocolat. Et je dirais chocolat noir, qui est vraiment mon chocolat. En tout cas, je ne passe pas une journée sans chocolat.
pour la petite histoire, sans rentrer trop dans le privé, je sors du carême avant Pâques et je me suis fait 40 jours sans chocolat. Ah ouais. Et ça a été une torture. Très compliqué. Et donc, heureusement que là, on sort de Pâques, j'ai pu manger. Tu t'es rattrapé. Voilà. Du coup, au restaurant, vous cuisinez, vous faites des desserts au chocolat ou pas? On en a inventé parce qu'il n'y en a pas. Ou peu, en tout cas à ma connaissance, il y en a peut-être un seul ou très peu au Liban. Il n'y a pas de dessert chocolaté. Donc on en a fait, nous, parce que nous, on aime le chocolat. Et parce qu'on a toujours envie d'une touche chocolatée parfois. Donc on a inventé 2-3 recettes au restaurant à base de chocolat. Dans une nouvelle là, qui est sortie, c'est du pain libanais. On va faire une sorte de tartine comme à la maison en dessert de pain libanais avec une pâte de sésame. Pâte de sésame à pistache et un petit coulis de chocolat qu'on va un peu snacker, très, très sympa. Et du coup, au restaurant, c'est mode buffet? Non, pas du tout, c'est à la carte. D'accord, c'est à la carte. carte. On n'a que le dimanche à Vauréal, on a un brunch. À Vauréal, dans le Val d'Oise, le dimanche, on a un brunch libanais. De quelle heure à quelle heure, s'il te plaît? De midi à 16h. Ok. Très sympa, il faut venir goûter, il y a plein de plats à découvrir. Non, mais c'est ça, ouais. Et sur lequel on peut te voir, du coup, vu qu'il y en a 4. Il faut m'envoyer un message avant. Et il se déplace. Il faut me dire, tiens, je passe tel jour et là, j'y suis. Parce que c'est ce que souvent font les connaissances ou les amis, parce que je suis un peu partout avec les équipes. Mais, top. Mais au plaisir, si Génial. vous voulez passer, je serai là. Génial. Vanessa? On passera. Ah oui, mangue ou ananas, c'est difficile là aussi. Hein. Je dirais mangue. Hummus ou guacamole. Attention, parce que tu as... Guacamole. Guacamole, sorry. Désolée. Coquillette ou spaghetti. Ça, c'est parce que t'as pas goûté son hummus. Non, mais il doit être très bon, mais j'aime beaucoup l'avocat. Ouais, c'est vrai que c'est vrai, moi aussi. Coquillette ou spaghetti. Zester ou mandoline. Zester. Pour les citrons. Ah oui, pour les agrumes. Bah oui, c'est la base quand même. Peter? Vous êtes mignon avec vos petits tickets là devant. Vous êtes très discipliné. Je dirais cèpe, parce que je vais souvent à la chasse. À la cueillette, pardon. Pas la chasse aux champignons. À la cueillette. Vin blanc, vin rouge, je dirais ça dépend ce qu'on mange. Exactement. Donc les deux. Amaretto, Grand Marnier. Amaretto, avec la glace pilée. On voit les gens qui boivent. Hein. Tout l'alcool il est tombé sur moi. Pomme ou poire? Poire. Ok, merci. Alors, une autre question. Quel est le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister? Régional français? Français? Peu importe. Moi, c'est le risotto. Ok. Il faut me laisser réfléchir. J'ai pas de réponse qui arrive comme ça. Je résiste à rien. J'ai compris qu'on était égourmés à cette table. Épicurienne et gourmande. Moi, je me décris comme ça, donc du coup, je suis même un plat régional de ta région ou quelque chose qui a une empreinte identitaire en fait. Risotto, on imagine tout de suite, c'est l'Italie. Ouais, je dirais le sakasaka. Donc redis-nous ce qu'est le sakasaka. C'est de la feuille de manioc qu'on laisse cuire pendant très très longtemps. Et on finalise la cuisson avec du beurre de cacahuète. Ok. Peter? Compliqué, hein? Ah, c'est compliqué. Quand on est gourmand, c'est compliqué. Non, mais après, ça peut être un plat. Moi, par exemple. J'aime beaucoup le houmous. Libanais. Non, je dirais le couscous. Voilà. Ouais. Très bien. Moi, je vais te parler entre guillemets, un peu du couscous libanais qu'on appelle mlokhiyé. J'adore. Mlokhiyé qui est à base de feuilles de corette. Avec du riz. Des feuilles de corette? C'est un peu comme des feuilles d'épinards. Ça a un goût un peu particulier, qui est très sympa. C'est du riz à la libanaise, avec des feuilles de corette, du pain libanais qu'on va griller ou qu'on va faire frire. On appelle ça des chips libanaises. Et on rajoute des oignons avec un vinaigre rouge. Et on met tout ça dans le plat avec de la viande un peu qu'on va cuire à basse température, qui va fondre en bouche et un peu couler. Il me fait saliver. Donc, on peut découvrir des plats que je ne connaissais pas du tout. Et donc on appelle le mlokhiyé. Très sympa, c'est un plat du dimanche, un plat familial. Et ça, quand on le mange, magnifique.
Très bien. Alors, et toi, Virginie? Moi, j'aime tout. Alors c'est vrai que je suis assez bœuf. Moi, je suis très plat en sauce. Donc le bœuf bourguignon qui a mariné avec un très bon vin en marinade, après accompagné par un vin encore mieux. Oui, donc je prends clairement ta part, hein, moi, Stéphanie, il n'y a pas de souci. Et puis après, comme je suis alsacienne, la choucroute. D'accord. Une très bonne choucroute avec un très bon chou qui a bien maturé. Ça, c'est quand même délicieux. Alors, une autre question. Ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Moi, je peux répondre du fromage. Ok. Du brie en particulier. Bah oui, du 77. Bah évidemment. De mots. Et du coulommiers aussi. Moi, il y a toujours du skyr. Voilà. Alors, ça, t'allais dire du saumon, moi, je pensais. C'est une boisson? Non. Fromage. Ah oui, ça, il y en a toujours du... On s'en rend pas, mais ça, là, il y a toujours du fromage islandais. Ah, ok. Voilà. C'est vrai. C'est quoi comme type de fromage? C'est entre le yogourt chez les Libanais, enfin, je sais pas si c'est les... Ou les Grecs, ou... Voilà. Et entre non, c'est un fromage blanc très, 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 très épais. Protéiné. Hyper protéiné. Et que tu manges quoi, avec un muesli au petit-déj? Exactement. C'est ça? Voilà. D'accord. Et quelques fruits. C'est ça. Okay. Le matin et le soir. Okay. Voilà. Vanessa? Moi, je dirais du beurre. Gourmand. Le beurre, ouais. Ça, c'est vraiment ce qui manque pas dans mon frigo. Alexandre. Et le fromage aussi. Le fromage avec un bon vin. C'est la vie. Et un bon pain. Un bon pain, un bon vin, ça peut faire... Il n'y a pas de fromage dans mon frigo parce que sinon ça dure pas longtemps. Bah, c'est ça. Alors en fait, on évite de les mettre pour ne pas en manger. Voilà. Ah non, le fromage, c'est la vie, quoi. Ouais, mais justement, c'est trop la vie. Ah ouais. Ok, alors, j'ai aussi 2 autres questions. J'aimerais que vous complétiez cette phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... C'est la vie. C'est viscéral. Ouais. C'est partagé. C'est donner le sourire. J'aime beaucoup. Et la dernière question, enfin l'avant-dernière, mais qui compte beaucoup pour moi, quelle est votre définition de la passion? Ah oui, et celle-là, je la fais toujours en impro. Comme ça, c'est le cœur, mon papier, et le cœur qui parle. Anti-sèche. Ça, c'est fait exprès. Partagé avec amour. Ouais, c'est amour aussi qui revient. Et quand on perd parfois la raison, justement, dans ce partage de l'amour, que ce soit pour une personne ou de la cuisine ou autre, J'adore. parfois on s'y perd. C'est ma priorité. Et c'est ne pas compter. Enfin, c'est qu'on ne compte pas les heures quand on aime ce qu'on fait. C'est ne pas être rationnel, ouais. en fait. Ne C'est pas vrai. rationaliser, effectivement, tout ce qu'on a en nous. Je crois qu'il y a une citation qui dit que justement, si tu fais un métier qui te passionne, Tu n'as pas Tu l'impression vois de pas travailler, le voilà. travail. C'est exactement ça. c'est exactement C'est ça. vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on compte pas nos heures. C'est clair. ça. Oui, mais tu vois, tu as les entrepreneurs et tu as les entrepreneurs passionnés. Bien Ouais. sûr. Et C'est tu as vrai. les entrepreneurs passionnés et passionnants comme nous. Exactement. Voilà, hein, on s'auto-congratule. Alors, pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature proustienne qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et pour vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? Tu nous cueilles à chaque fois comme ça. Eh oui. Ça, je sais que c'est difficile. Après, voilà, l'idée, c'est de partager quelque chose de votre passé, de votre enfance, de votre souvenir. Cette mémoire, en fait, qui vous rappelle quelque chose. Parce qu'on sait très bien que la cuisine, ça convoque tous les sens. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le visuel, évidemment le goût, l'odorat, beaucoup. Et Proust, c'était sa Madeleine, mais voilà, qui trempait dans le café. Et je pense que vous avez tous un souvenir... qui vous rappelle quelque chose ou pas forcément d'enfance? Moi, j'en ai un moi qui me revient, c'est quand je partais de chez la nounou, quand j'étais petit, je partais toujours avec un morceau de baguette et elle tartinait avec du beurre. J'adore ça, le beurre. Et le beurre, c'est, vous savez, j'ai plus la marque, mais il est enveloppé avec la nappe bleue. Peut-être un beurre breton, je sais pas. Paysan Oui, breton. si, ouais. Et ça, c'est autant visuel que gustatif que l'odeur. Enfin, j'adore ça. Et maintenant, quand j'ai grandi, après, trempé dans le café.
Mais voilà, ça c'est un peu la Madeleine, un peu le souvenir de je partais un peu de chez la nounou et je partais toujours avec un morceau de baguette et ce beurre, voilà. Comment elle s'appelait la nounou? Oh, je sais plus. Ah. Voilà. Tu avais quel âge? Et elle est là, non, je sais plus, ouais, 4 ans, 2 ans, 3 ans, 5, je sais plus. Franchement, mais le pain beurre, ouais. Ok. Quelqu'un se lance? Moi, je dirais le skyr glacé. Ma grand-mère les faisait maison. Et c'est vraiment le beau souvenir que j'ai d'elle. Malheureusement, j'ai pas la recette. Elle n'a pas transmise la recette, mais c'était juste un délice. Ça doit être quelque chose. Ça. Ouais. Elle le faisait vraiment la veille pour le lendemain, elle congelait. Et comme, je suis née au Congo, donc c'est un pays chaud, on les prenait pour le goûter dans la journée comme ça. Ça. En petite glace. On pourrait tester. Non, mais c'est très très glacé, bon. Hein. Du coup, congelé, ouais. C'est très très bon. C'est comme une glace en fait au final. Comme les petites Suisses qu'on congèle aussi. Tout à fait. Exactement. C'est le même principe. Ouais. Sauf que là, le yaourt et tout, c'est elle qui le faisait vraiment. Ah ouais. Elle partait d'une base de lait en poudre qu'elle transformait en yaourt et qui devenait par la suite congelé. Et ça faisait le skyr en fait. Et nous, on les appelait ski sans savoir que le skyr existait. D'accord. En fait, je crois qu'ils avaient fait aussi la déformation du nom de base. C'était skyr. Et nous, on les a appelés les ski yaourt. On disait ski yaourt, pas skyr yaourt. D'accord. Mais là-bas, c'était skyr. Peter? Je dirais le phare de ma grand-mère. Voilà. Parce que ma grand-mère habitait en Bretagne avant de revenir dans la région parisienne. Donc j'y allais souvent. Et son phare, il était juste à l'odeur. Et puis après, pour le manger, c'est mon plus beau souvenir que j'ai, qui m'a marqué, quoi, vraiment. Voilà. Top. Moi, je vais être plus terre à terre. C'était il n'y a pas très très longtemps. C'était il y a 6 ans. C'est quand j'ai rencontré le chef Etchebest, lors de l'émission Qui peut battre le chef, et quand on a réalisé ensemble le risotto. D'où le fait que le risotto est mon plat préféré. Et c'était quel type de risotto? Un risotto simple? Champagne noix de Saint-Jacques. Oh. Voilà. D'accord. Et j'ai gagné contre lui. Wow. Trop bien. Donc voilà. Belle fierté quand même. Ouais, exactement. C'est grâce à lui que je me suis lancée d'ailleurs. Ah, super. Alors, je voudrais juste terminer par une citation. Je fais jamais ça, mais là, vous m'avez évoqué une citation que j'adore, qui est de Saint François d'Assise. Et c'est Gaël Clavière, le pâtissier de Matignon, qui me l'a dit quand il est venu dans le studio. Et ça résonne tellement pour vous. Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan. Celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur est un artiste. Aujourd'hui, vous vous êtes rencontrés, on a dégusté, on a partagé, on a beaucoup ri, on s'est enrichi. Beaucoup d'émotions. C'est sans aucun doute le podcast le plus gourmand depuis le début en septembre dernier. Merci à tous les 4 pour cette authenticité très, très, très savoureuse. Merci Alexandre. Merci à toi et merci à tous. On peut applaudir. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Merci. Merci Stéphanie. Et merci Peter. Avec plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour le 15e. Merci Virginie Merci aussi. à toi. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!